Et aujourd'hui, je reçois Philippe Close, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, et qui est aussi vice-président du PS. Et justement, Bonjour. le Premier ministre manque-t-il de respect envers les présidents de parti, ou est-ce le contraire, Philippe Close? Non, je pense que d'abord, il faut aujourd'hui, je crois qu'ils ont beaucoup besoin de vacances. Donc je pense qu'ils se sont mis vraiment dans des calendriers un peu fous et qu'ils vont devoir travailler leur méthode de travail. Mais évidemment, gouverner avec 7 partis, c'est pas évident. Mais voilà, c'est en même temps la règle d'un scrutin proportionnel, le fait d'avoir 2 communautés. On le sait, en Belgique, on n'a jamais raison tout seul. Donc moi, j'ai plutôt envie de jouer l'apaisement et de dire qu'aujourd'hui, l'heure est aussi à ceux qui vont construire des ponts entre les communautés, qui vont réussir à trouver des synthèses. Je pense que voilà, c'est ça que va devoir faire ce gouvernement. Il va devoir travailler. Maintenant, moi, je suis quand même très très content qu'ils aient pu aboutir à, en effet, un accord sur ces pensions et que j'ai eu quand même quelques fois Karine Lallieu au téléphone. C'était pas facile parce que c'est un sujet compliqué qui concerne des millions de Belges et beaucoup de jeunes aussi qui sont attentifs là-dessus. Mais pour vous, c'est une victoire pour le PS ou bien c'est quand même très minimaliste? Ben moi, s'il y a une chose que je retiens, c'est qu'on a vraiment mis aussi en avant les femmes dans ce problématique des pensions. On sait qu'elles étaient beaucoup moins favorisées. C'est pas par hasard que c'est Karine Lallieu qui a incarné ça. Elle l'a dit depuis le début, elle voulait des avancées et les avancées, elles sont là justement pour les femmes. Et je le rappelle, la pension minimum, elle ne sera pas de 1 500 euros, mais de 1 630 euros en 2024, net. C'est quand même une avancée énorme. C'est grâce à l'index aussi, hein. Il faut le reconnaître. Pas 1630, il y a par rapport aux 1500, mais rappelons aussi, regardons ce que il y a font une dans nos pays augmentation, voisins. effectivement. En France, on parle d'une pension à 1 000 euros, à 1 100 euros. Nous sommes bien au-delà. On peut quand même être fiers aussi de notre État social actif et de la protection sociale que nous avons installée en Belgique. Alors, lundi, vous avez fait une sortie demandant, une fois de plus, la dépénalisation du cannabis. Je dis une fois de plus parce que ce n'est pas la première fois que vous parlez de ce sujet-là. Et je voudrais parler avec vous de la série TV multiprimée The Wire, sur écoute. Et il y a une expérience dans cette série TV à Baltimore où, pour faire échec au trafic de drogue, on libéralise la vente au détail. Bon, il se fait que dans la série, ça ne marche pas très bien, au bout du compte. Mais est-ce que ça vous a inspiré, ce genre d'exemple-là, en vous disant qu'il y a peut-être moyen de se battre différemment contre les dealers? Ce qui m'a le plus inspiré, c'est le Québec. Vous savez que je suis très proche du Québec, j'y vais souvent. Et c'est vrai que quand j'ai vu dans les rues principales que par rapport à toute cette problématique liée au cannabis, ils avaient eu le courage d'affronter le problème. Alors je ne suis même pas pour une dépénalisation, moi je suis pour carrément une libéralisation. On organise également la production et la distribution. Parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que le tout répressif ne marche pas. On était dans les années 90 et 2000 très en avance au niveau européen sur la façon dont nous imaginions la gestion de la sécurité. Avec ce que nous appelions avec les écoles de criminologie, la chaîne de la sécurité, qui était basée sur la prévention, la répression et le suivi. Aujourd'hui, on a fait croire qu'avec la répression, on allait y arriver. C'est un échec. Il faut pouvoir permettre à la police et à la justice de se concentrer sur les gros trafics, sur ce qui se passe, pour l'instant, qu'on doit gérer toute cette drogue dure qui arrive par le port d'Anvers, et en même temps arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, personne n'est poursuivi pour détention, consommation de cannabis. Il n'y a pas de poursuite. Donc on est dans une espèce de phénomène d'hypocrisie où personne ne veut bouger. L'année prochaine, les parlements allemands et luxembourgeois vont se saisir du problème. Nous n'allons pas être une île, nous allons devoir en parler. Et j'ai voulu, avec cette interview, comme gestionnaire de l'ordre public aussi, puisque je préside une des plus grandes zones de police du pays, dire attention, ici, nos policiers aussi en ont marre de devoir faire des PV et des choses qui n'aboutissent sur rien. Donc, ayons le courage de discuter avec les praticiens, les assistants sociaux, les médecins, les associations de cette problématique du cannabis. Vous avez raison, la Belgique ne doit pas être une île, mais quand on regarde les Pays-Bas, où il y a une libéralisation des drogues douces, il y a quand même toujours de la criminalité. Ah, mais je ne pense absolument pas que ça va gommer toute criminalité. Je pense que le phénomène de la toxicomanie est un phénomène que l'on refuse d'observer depuis près d'un siècle. La fameuse loi de 1921, qui, je le rappelle, est une loi qui a été créée pour les fumeries d'opium. Donc c'est quand même pour ça. Ça fait un siècle qu'on empêche les praticiens. Vous savez, moi je ne veux pas faire la promotion de la drogue, je veux qu'on gère le problème. C'est ça la différence. Et on doit écouter les psychiatres, les psychologues, les assistants sociaux, les associations qui s'occupent de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui est épargnée, qui ne connaît pas des gens dans son entourage, qui sont en effet parfois dans l'usage, peut-être que récréatif, mais aussi parfois problématique des usages de drogue. Où vont-ils ces gens? Qu'est-ce qu'on leur offre? C'est ça une société responsable, c'est arrêter d'invisibiliser les problèmes, mais les gérer. Alors, ça veut dire aussi qu'on doit revoir nos tabous, nos principes. Vous dites, il y a les écolos, ils ont dû revoir leurs principes sur le nucléaire. Certains devraient revoir leurs principes sur la drogue. Est-ce qu'il faut revoir nos principes sur la neutralité? Est-ce qu'il y a des choses qui, finalement, on doit se rendre compte qu'il faut parfois équilibrer les idéologies et bouger? Le monde bouge. Ouais. Vous savez, Bruxelles ne s'attendait pas à devenir la capitale la plus cosmopolite du monde et la première ville diplomatique du monde.
Beaucoup de Bruxellois ne le savent pas. Quand moi je le dis dans les discours, ils disent « Ah bon, on est plus que New York, plus que Londres, plus que Paris ». Ben oui. Aujourd'hui, le monde, il est en perpétuel mouvement. On le voit sur le réchauffement climatique, on le voit sur les problématiques sociales aussi, qui sont de plus en plus criantes. On a à la fois des gens qui vont de mieux en mieux et des gens qui vont moins bien. Donc on n'a pas le choix, vous trouvez? Mais donc aujourd'hui, surtout, moi ce que je ne supporte pas comme bourgmestre, c'est quand on veut invisibiliser un problème, dire qu'il n'existe pas, ou considérer qu'il sera géré. Non, ici on a un vrai problème, on le sait, la Belgique est devenue malheureusement, et Anvers, une plaque tournante du trafic de drogue dure. Il y a encore eu un meurtre la semaine passée à Anvers, et ça déferle sur notre capitale. Donc on doit traiter ce problème. Et donc aujourd'hui, je veux qu'on traite la problématique de la toxicomanie, la toxicodépendance dans son intégralité, pas simplement avec le volet répressif. Alors, le 16 août, c'est l'entrée en vigueur du nouveau plan de circulation dans le Pentagone. Hein, et vous avez dit vous-même, ça va tanguer. Hein, secouer, j'ai dit. Ça va secouer parce que finalement, les habitudes des Bruxellois et de ceux qui entrent dans le Pentagone, ça va les changer. Hein, ceux qui viennent en voiture. Oui, mais je pense qu'on doit aller vers ce changement. Vous savez, si la région bruxelloise a un tel succès avec 200 000 habitants de plus, rien que la ville de Bruxelles, en 20 ans, c'est 55 000 habitants en plus qui sont venus habiter la ville. C'est parce qu'on a aussi osé re-questionner l'espace public, la façon dont on se déplaçait. On a obtenu la gratuité pour les titres de transport pour les moins de 25 ans. Vous savez, c'est toute une génération qui ne pense plus uniquement à la voiture. La voiture ne doit pas être bannie, mais si vous prenez votre voiture, vous devez la mettre dans un parking et surtout on vous demande de réfléchir à votre déplacement. Multipliez les façons dont vous l'utilisez. Vous ne devez pas être que vélo, que transport en commun ou que voiture ou que piéton. On oublie la marche aussi qui est très importante, mais vous devez pouvoir être multimodaux. Ça, c'est vraiment le sens aussi du bon déplacement, c'est de se dire, ok, je dois rejoindre un point A, un point B, parfois j'ai vraiment besoin de ma voiture et il n'y a pas de problème. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le choix? On n'a pas le choix, mais qu'on se pose la question. Quand on n'a pas le choix, on l'utilise. On prend sa voiture. Mais c'est le nombre de personnes qui ont le choix aujourd'hui de prendre un autre moyen de transport. Vous savez, parfois pour des déplacements très très courts, d'1 kilomètre, d'1,5 kilomètre, où il y a quand même une société qui fonctionne bien à Bruxelles, c'est la STIB. Moi, je suis très très fier que cette société publique soit aussi active, qu'il y a des grands projets ambitieux, avec des chauffeurs qui n'ont jamais arrêté pendant le Covid, avec un personnel qui a toujours été à disposition des autres. Et donc, aujourd'hui, c'est d'ailleurs le premier budget de la région bruxelloise. C'est la STIB, c'est le transport en commun. Et donc, il faut cet équilibre, mais aussi, évidemment, rendre plus paisibles nos quartiers. Alors parlons un peu des festivités, parce qu'on est autour du 21 juillet. Alors il pleut, hélas, là, pas de chance. Mais est-ce qu'on a oublié toute mesure de sauvegarde? On ne porte pas le masque, on est insouciant. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que quel est votre, finalement, quelles sont les erreurs que l'on a menées avec le confinement, qu'on ne va plus mener aujourd'hui? D'abord, on ne connaissait pas. Je veux dire, il faut rappeler aussi que le Covid, au tout début, on a tâtonné parce qu'on ne savait pas ce que c'était cette maladie. Heureusement, les chercheurs nous ont beaucoup aidés. C'est vrai qu'on a la chance à la ville de Bruxelles de gérer un hôpital comme l'hôpital Saint-Pierre. On a très vite été informés. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi parfois plus d'avance que d'autres sur les mesures à prendre. Et sinon, je pense que les citoyens sont responsables. Ils savent que s'ils sont plus fébriles ou plus exposés, ils ne vont pas dans certains lieux. Mais en même temps, on doit faire respirer la ville. Respirer la ville, c'est aussi avoir ces moments de communion, comme ce soir le bal national. Pouvoir affirmer sa belgitude dans un bal, dans un défilé, dans une visite, dans les festivités, c'est aussi important. Et donc, voilà, c'est une question d'équilibre aussi. Et moi, je suis très content que le bal national revienne dans les Marolles. Donc, vous dites à tout le monde, sortez, profitez du 21 juillet. Sortez, mais soyez responsables. Si vous sentez que vous êtes fébrile, ne sortez pas. En effet, ne vous exposez pas. Les gestes barrières, les gens les connaissent. Voilà, on n'évitera sans doute pas quelques infections. Mais aujourd'hui, la situation est, pour l'instant, en tout cas, plutôt contrôlée. Petite question d'actualité. Adja Labib, ministre des Affaires étrangères, Bruxelles 2030, qui va s'en occuper Ça, je ne sais pas, on a pris une grande décision à la ville, c'est de laisser le pilotage à la région. Parce qu'on voulait, avec Rudy Vervoort, que les 19 communes soient impliquées. Et on sait, avec ce que représente la ville de Bruxelles, on a parfois un côté où on absorbe un peu trop la lumière. Il faut absolument que ce côté polycentrique de la ville se reflète dans Bruxelles 2030. Raison pour laquelle c'est la région bruxelloise qui est à la manœuvre. Oui, donc vous ne donnerez pas votre avis sur la personne qui devra piloter Bruxelles 2030, je comprends, mais sinon sur la nomination d'une journaliste comme ministre des Affaires étrangères, un beau coup médiatique de Georges-Louis Boucher. Oui, mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et donc moi je lui souhaite bonne chance par rapport à ça. C'est quelqu'un avec qui j'ai aimé travailler aussi dans Bruxelles 2030. Et moi, je donne toujours, évidemment, une confiance. Je vous dis, l'heure est aussi à ceux qui savent tracer des ponts, construire des ponts entre les uns et les autres. Et donc, je lui ai écrit le jour même qu'en effet, je la félicitais pour sa nomination. Alors, vous parlez de ponts. Vous aviez un grand projet qui était Néo. Ce projet, on a l'impression qu'il retrécit de mois en mois. Qu'est-ce qui va rester de Néo demain? Il va rester une belle ambition. Moi, je continue à le dire parce que qu'est-ce qu'on va... Le pire dans cette région, c'est le statu quo. Et parfois, on est tenté par le statu quo parce qu'on a une
une telle dynamique urbaine qu'on se dit, il vaut mieux rien faire. Mais c'est quoi le Heysel aujourd'hui? C'est l'inverse de ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, le Heysel, c'est on a construit plic-ploc sans réel plan. Là, on a désigné un master planner qui a désigné les choses. On est allé chercher des grands groupes. On va construire près de 700 logements. Vous savez, des constructions de logements, c'est important. Du loisir, du commerce, des espaces verts, 7 hectares d'espaces verts. Moi, je continue à croire à ce projet parce qu'il permet aussi de financer une activité importante, qui est l'activité de congrès et d'exposition, qui fait vivre des milliers d'emplois à Bruxelles. Le secteur hôtelier, aujourd'hui, c'est un secteur qui, plus de 35 000 personnes travaillent dans l'hôtellerie, les restaurants et les cafés. Donc oui, Néo a un avenir. En tout cas, je continuerai à le défendre. Mais est-ce que le Covid n'a pas changé la donne? Est-ce qu'on ne se dit pas, peut-être il faut penser le commerce différemment, l'ORECA différemment? Écoutez, moi je peux vous dire qu'en tout cas, la Rue Neuve, City 2 ou Dox, qu'on a annoncé 25 fois, même sur vos antennes, morts, sont des endroits qui fonctionnent bien. Donc c'est vrai qu'il y a un monde d'après qu'on réfléchit, notamment par rapport à l'e-commerce, la façon dont on invente des circuits courts. Mais aujourd'hui, je prends cet exemple du centre commercial Dox, j'ai pas l'impression que ce soit un échec cuisant comme j'ai pu lire que ça allait l'être. City 2, j'y me suis promené, fonctionnait plutôt bien. Le piétonnier, dont on a dit le pire mot aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'était une bonne idée et que ça fonctionne. Alors il y a toujours des améliorations à faire, mais je crois que l'attractivité de Bruxelles et de ce qu'il peut donner comme capitale européenne, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser, parce que les gens vont de plus en plus venir habiter Bruxelles et vont de plus en plus venir y consommer. Et ça, c'est une bonne chose. Donc vous partez en vacances serein. Vous avez l'impression que vous allez retrouver Bruxelles quand vous rentrerez de vacances. Vous retrouverez Bruxelles comment? D'abord, je ne suis jamais très loin, donc je suis quand même, malgré la petite pause familiale, je suis évidemment tout le temps joignable et je continue à gérer parce qu'un bourgmestre, c'est 100% de son temps. Mais donc, la sérénité, elle doit être là pour décider. Mais aujourd'hui, Bruxelles est en perpétuel mouvement. Vous savez, un jour, un habitant m'a dit « Enfin, monsieur le bourgmestre, quand est-ce qu'il n'y aura plus de travaux ?» Mais une ville sans travaux, c'est une ville qui est morte. Il y aura toujours des perspectives, toujours des choses à bouger. C'est ce qui fait aussi l'excitation d'une ville. Je suis sûr qu'on en parlera encore demain avec Olivier Willox, qui sera mon invité. Il aura aussi son avis sur les travaux et sur la mobilité. Merci Philippe Close, bonnes vacances à vous. Au revoir à tous.